Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous remercie d'être avec nous. Alors ce soir, c'est la dernière rencontre de l'année que le Musée La Paire organise en fait dans le cadre de l'exposition en cours L'art d'être un homme, toute une série d'échanges autour de figures d'hommes exceptionnels. Et ce soir, nous avons choisi d'évoquer Frantz Fanon. Alors, bien sûr, il y a deux textes incontournables qui sont des fondamentaux, Peau noire et masque blanc, ainsi que les damnés de la terre. Et ces textes, pour nous, sont importants parce qu'ils ont, je crois, nourri la réflexion de bon nombre d'intellectuels, à commencer par des hommes qui étaient engagés dans les mouvements de libération en Afrique et également aux États-Unis, donc les Africains américains. Nous avons encore beaucoup à découvrir dans l'œuvre de Fanon. Je crois que ces textes ont été difficilement perçus parce qu'ils étaient provocateurs, novateurs également. Mais aujourd'hui, il y a matière à réflexion pour nous, matière à nous poser des questions par rapport à nos comportements, parce que les analyses essentielles de Fanon sur les relations entre la colonisation, entre le colonisateur et le colonisé, et surtout cette image ambivalente du colonisé, image qui peut renvoyer aussi à nos propres interrogations aujourd'hui, dont bon nombre de situations, disons dans nos univers caribéens, en sont le reflet. Alors j'ai demandé à Daniel Maximin, que je ne vous présenterai pas parce que vous avez tous lu ses romans, ses essais ainsi que sa poésie. J'ai donné carte blanche à Daniel pour qu'il nous trace un chemin, pour qu'il nous emmène dans l'œuvre de Fanon et bien sûr aller au-delà de ses textes les plus connus pour les interroger et puis pour nous faire découvrir et transmettre. Parce que Daniel a non seulement c'est un grand écrivain, mais aussi moi, ce qui me passionne, c'est cette facilité qu'il a à transmettre ce qui est essentiel dans les textes des autres. On l'a déjà fait plusieurs fois, récemment avec les textes de Suzanne Césaire. Et j'avais envie de renouveler cette expérience vivante et fructueuse, de façon à ce que vous puissiez découvrir les textes autrement. Alors je remercie également Dominique Michel et Alou Cissé qui vont nous donner à entendre les textes qui ont été sélectionnés par Daniel. Et je dois remercier la DRAC Martinique qui est partenaire de cette soirée et qui nous a permis de convier Alou Cissé en résidence. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci, chère Christiane, de cette fidélité au dialogue, à l'organisation toujours de rencontres qui permettent d'aller toujours plus au fond, malgré les apparences et au-delà de ce que Fanon appelle justement les masques, qu'ils soient noirs, blancs ou jaunes, au-delà des peaux, qu'elles soient noires, blanches ou jaunes, pour arriver à la chair commune de ce que Césaire appelait nos géographies cordiales. Carte blanche pour Frantz Fanon, mais nous on a dit on va faire carte blanche à Frantz Fanon tout seul et on va l'écouter. On va l'entendre, Frantz Fanon, en train de nous dire sa parole, parce que Frantz Fanon est un homme de parole. Et puis Frantz Fanon, c'est un homme d'écoute. On va écouter Jean-Paul Sartre, Aimé Césaire, Jacques Roumain, Alice Cherki, des gens qui l'ont connu tous, avec qui il n'a pas arrêté de dialoguer, et même quand il écrivait dans sa chambre, il parlait. On va le voir. Nous n'avons pas inventé une pièce de théâtre, nous avons simplement rassemblé les textes dans lesquels Fanon fait de moi un homme qui interroge, hein, vous savez, la fameuse fin de Peau noire, masque blanc, eh bien, n'a pas arrêté de s'interroger du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin précoce, 36 ans, on a une petite histoire, c'est même pas une vie d'homme, c'est vraiment un départ en pleine poussée de Cysale, comme disait Césaire à son propos. Et donc, quelle parole? Par exemple ici, grâce à son frère, qu'on va entendre aussi, Joby Fanon, qui, un an avant sa propre mort à lui, nous a enfin donné toute l'intimité de son dialogue avec son frère Franz. Il a aussi recopié des poèmes, des textes. Frantz Fanon était poète, on le sait, on a quelques résidus comme ça, une page ou deux, mais il est évident que la profération de Fanon était au-delà,
elle était déjà de l'ordre de la prophétie. Et malgré la mort jeune, eh bien, il reste de nos grands prophètes. Juste avant de venir, là, j'ai un appel à 6h30, oui, 6h30 du soir, des éditions du Seuil, qui me disaient que ce sont les 40 ans de la collection Point. Je crois qu'il y a plus de 1000 titres et qu'ils ont choisi 40 œuvres et que parmi ces 40 œuvres, eh bien, c'est Peau noire, masque blanc. La question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous avons une si grande œuvre dont on entendra la conclusion tout à l'heure? Mais au début, il dit ça, Fanon. Il est tout jeune, il a à peu près, je sais pas, peut-être 20, 25 ans. Prendre les mots du clochard et en rénover la dentition. Les mots ont des crocs et doivent faire mal. Les mots doux et souples doivent disparaître de cet enfer. L'homme parle trop, il faut qu'on lui apprenne à réfléchir. Pour cela, il faut lui faire peur, très peur. Pour cela, j'ai les mots arc, les mots balle, les mots si, des mots transporteurs d'ion, des mots qui soient des mots. Et avant de prononcer une parole, je veux voir un masque de souffrance, un masque de chercheur, de déçu, car les mots doivent être agiles, malins, ils doivent se présenter, s'évader, faire de l'œil, s'évanouir. Il me faut des mots qui ont des bottes de 7 lieues. Des mots, mais des mots couleur de chair trépidante, des mots couleur de montagnes de feu, de villes en feu, des mots ressuscités, des mots, oui, mais des mots étendards, des mots glaives, un mot, mais un mot étranglé par la vie, hérissé de vie, un mot qui a soif, qui a faim, qui crie, pleure, appelle, s'absorbe et se perd. Donc voilà le début, voilà le commencement, et donc voilà la fin, c'est-à-dire des textes d'une fulgurance qu'on va vérifier, et en même temps on dit mais quel est le problème? Quel est le problème? Parce que Fanon dit on ne connaît pas, Fanon, il y a, oui, ah oui, la violence, ah oui, l'engagement, ah oui, la condamnation de l'Europe, ah oui, la parole des damnés de la terre. Et bien Fanon, c'est avant tout la parole de l'homme au-delà de la peau, de la couleur, du moment historique, du moment géographique. C'est une bataille de tous les instants pour ça, et pour ça, il a trouvé, par chance pour lui, il a trouvé les mots. Voilà, depuis le début, il a dit, moi, il faut que je parte avec quelque chose de fulgurant qui soit les mots. Pourquoi on a tant besoin de mots? Au fait, vous avez remarqué en entendant cela, on a l'impression d'entendre Aimé Césaire, parce qu'il y a le poème aussi, des mots, oui, et des mots, hein, dans le cahier de retour, qui est évidemment un des livres de chevet de France Fanon. Des mots, oui, vous, tantôt prononcez-vous que nous sommes des marmonneurs de mots, des mots, oui, mais des mots qui sont des résipels et des flambées de ville et des flambées de chair. C'est carrément ce qu'il vient de dire. Pourquoi a-t-on tant besoin aux Antilles d'en arriver à cette profération des mots? Parce qu'il y a quelque chose qui est terrifiant et qui est le point de départ de Frantz Fanon. C'est l'idée qu'aux Antilles, personne ne parle, et qu'aux Antilles, personne n'a rien fait, et qu'aux Antilles, personne ne vit, que personne n'espère, que personne n'existe. C'est, vous voyez, cette ville plate étalée, lorsqu'il lit le cahier de retour au pays natal, lorsqu'il a 14-15 ans, et qui se fait donner les cours d'Aimé Césaire et de Suzanne Césaire par son frère qui est dans une plus grande classe et qui lui refile ça. Et il entend toute cette chose-là. Et cette idée de l'inexistence, c'est toujours le point de départ. Et puis, le peu d'existence qu'on voit, ils ont tous passé par là. Hein. Césaire, Suzanne Césaire, Ménil. Il faut fuir ce monde d'abord. Il n'existe pas, il n'est pas là. Et en plus, comme disait Ménil, ceux qui parlent n'ont rien à dire. Et ceux qui devraient parler se taisent, le peuple. Alors on fuit ce monde-là. Et Fanon, on peut dire qu'il démarre sur une aliénation. Oh, l'aliénation par laquelle démarrent très souvent les Antillais, l'inexistence de leur peuple. Fanon nous parle d'un Peau noire, masque blanc, de son regard sur ces Antilles. Historiquement, le nègre, plongé dans l'inessentialité de la servitude, a été libéré par le maître. Il n'a pas soutenu la lutte pour la liberté. D'esclave, le nègre a fait irruption dans la lice où se trouvaient les maîtres, pareil à ces domestiques à qui une fois l'an on permet de danser au salon. Le nègre cherche un support. Le nègre n'est pas devenu un maître. Quand il n'y a plus d'esclaves, il n'y a pas de maître. Le nègre est un esclave à qui on a permis d'adopter une attitude de maître. Le blanc est un maître qui a permis à ses esclaves de manger à sa table. Un jour, un bon maître blanc qui avait de l'influence a dit à ses copains « Soyons gentils avec les nègres ». Alors les maîtres blancs, en rouspétant, car c'était quand même dur, ont décidé d'élever des hommes-machines bêtes au rang suprême d'hommes.
Nulle terre française ne doit plus porter d'esclaves. Le bouleversement a atteint le noir de l'extérieur. Le noir a été agi. Des valeurs qui n'ont pas pris naissance de son action, des valeurs qui ne résultent pas de la montée systolique de son sang, sont venues danser leur ronde colorée autour de lui. Le bouleversement n'a pas différencié le nègre. Il est passé d'un mode de vie à un autre, mais pas d'une vie à une autre. De même que lorsqu'on annonce à un malade amélioré qu'il sortira dans peu de jours de l'asile, il arrive qu'il rechute. De même, la nouvelle de la libération des esclaves noirs détermina des psychoses et des morts subites. Dans une vie, on n'apprend pas deux fois cette même nouvelle. Le noir s'est contenté de remercier le blanc, et la preuve la plus brutale de ce fait se trouve dans le nombre imposant de statues décimées en France et aux colonies, représentant la France blanche, caressant la chevelure crépue de ce brave nègre dont on vient de briser les chaînes. « Dis merci à monsieur », dit la mère à son fils, mais nous savons que souvent le petit garçon rêve de crier quelque autre mot, plus retentissant. Le blanc, en tant que maître, a dit au nègre « Désormais tu es libre ». Mais le nègre ignore le prix de la liberté, car il ne s'est pas battu pour elle. Nous avons dit dans notre introduction que l'homme était un oui. Nous ne cesserons de le répéter. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la générosité. Mais l'homme est aussi un non. Non au mépris de l'homme, non à l'indignité de l'homme, à l'exploitation de l'homme, au meurtre de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, la liberté. Le comportement de l'homme n'est pas seulement réactionnel. Il y a toujours du ressentiment dans une réaction. Nietzsche, dans La volonté de puissance, l'avait déjà signalé. Amener l'homme à être actionnel en maintenant dans sa circularité le respect des valeurs fondamentales qui font un monde humain, telle est la première urgence de celui qui, après avoir réfléchi, s'apprête à agir. L'aliénation est une invention de la société bourgeoise. Fanon écrit ça dans Peau noire, masque blanc, un petit peu après avoir fait ce portrait de son pays. Il a mis un certain temps à découvrir qu'en effet, c'est lui qui était aliéné de penser une pareille chose sur la genèse de son peuple et sur la genèse des peuples de la Caraïbe. On ne doit pas oublier le moment où tout cela se situe, le moment où le discours des maîtres a beaucoup caché la résistance des opprimés, qui est véritablement l'accoucheuse de l'histoire de sa Martinique, des Antilles, de la Caraïbe et des Amériques noires. Le plus grand déni a été celui-ci, le déni de la réalité d'un combat et qui amène un jeune homme comme Frantz Fanon à se poser la question, malheureusement, l'aliénation de mon peuple vient qu'il n'a rien fait pour se libérer. Entendre ça dans 1948, 1949, aujourd'hui nous étonne bien entendu que nous savons la puissance extraordinaire des résistances qu'il y a eu et que les historiens dans les années 50-60 surtout ont mis à jour, le 22 mai martiniquais, le 27 mai guadeloupéen, le 10 juin guyanais, entre autres, et puis les révoltes, et puis 1794, 1793 à la Guadeloupe, Saint-Domingue, etc. C'est-à-dire la réalité d'une conquête. L'aliénation de Frantz Fanon, ce point de départ qui fait qu'il y a une espèce de ressentiment à un moment donné, qui le transfère dans ce qu'on a appelé une espèce de violence rentrée, une espèce de désir d'exprimer cette violence de révolte et de résistance au nom de tous ceux qui, semble-t-il, auraient été couchés pendant 3 siècles, explique quelque part un des problèmes fondamentaux de Frantz Fanon. Ce n'est pas un problème de famille, comme certains l'ont dit en disant qu'il est un peu rejeté, un peu trop noir dans la famille bourgeoise. Son frère Joby réglé cette question en montrant les lettres dans lesquelles il y avait vraiment ce sentiment très fort de cette famille de 8 enfants. Et Frantz était le 5e, était un petit peu au milieu de tout cela. Ça n'est pas non plus un rejet de l'histoire de son pays, c'est tout simplement ce qu'il appelle lui-même une méconnaissance. Ce n'est pas la méconnaissance qu'a le peuple, c'est la méconnaissance qu'a Fanon et les autres de son peuple.
Il nous faut bien remettre ça dans cette histoire. Ce qui a sauvé en quelque sorte Frantz Fanon est très jeune, c'est de se rendre compte par 3 moyens sans doute de l'extraordinaire inanité de ce qu'il venait de dire en donnant presque l'exemple des États-Unis, en disant eux au moins aux États-Unis, ils se sont battus pour leur liberté, tandis que nous, dans la Caraïbe, dans les Antilles, on nous l'a octroyé et nous avons simplement érigé des statues de remerciement. Mais c'est d'abord la résistance, parce que la Martinique de la jeunesse, de presque l'adolescence de Frantz Fanon, c'est la Martinique d'un enfant précoce. Il passe son bac avant, il demande à son frère à faire passer le brevet avant en lui apportant les devoirs, etc. Il réussit très bien. Plus tard, il va passer son bac 2 avant la deuxième année, parce que quelque part, il y a une puissance justement de création qui doit bien venir de quelque part. La puissance d'action de sa mère, par exemple, la puissance de ses frères, quelque chose qui est la puissance au football, la puissance... Il y avait le trio des 3 frères Fanon qui faisait fureur au Golden Star. Donc il y a tout ça, il y a quand même une réalité, tout simplement. Comment peut-on ne pas exister alors qu'on a une telle soif, comme il disait dans le premier poème, alors qu'on a une telle faim? Et comment peut cette soif et cette faim peuvent-elles être uniquement solitaires? Ce n'est pas possible. Et Fanon a vu très jeune, eh bien, il a connu la dissidence, la résistance. L'histoire est belle, elle est connue. Fanon, voyant les horreurs de ce qui se passe dans cette Martinique occupée, découvre sur place la violence qui revient, le racisme qui revient dans cette Martinique où les maires qui étaient de couleur noire sont destitués pour être remplacés par des colons béquets. Véritablement. Et puis le monde, parce qu'on entend les nouvelles dans le Poste, nous raconte Joby, on entend les nouvelles du monde, le monde qui est totalement sous la coupe du fascisme et du nazisme, et même la petite Martinique n'en est pas protégée. Eh bien, on va résister. Comment peut-on résister si on n'existe pas ou si on ne descend pas de gens qui ont résisté? Et Fanon, dans sa chair, dans son corps, comprend cette chose et décide tout simplement, mais moi aussi, je pars, je vais résister. Il choisit le jour du mariage du grand frère pour annoncer toujours à Joby, le confident, de 2 ans son aîné, j'ai quelque chose à te dire, aujourd'hui je m'en vais. J'ai acheté la place sur un canot pour aller à Sainte-Lucie. Comment ça? J'ai volé 2 costumes, le tissu de 2 beaux costumes que mon père avait mis en réserve pour l'après-guerre. J'ai vendu ça, ça paye le voyage et je m'en vais délivrer la France, je m'en vais combattre Hitler. Il part à Sainte-Lucie, il arrive là-bas, il est tout jeune, 15 ans à peu près. Il attend quelque temps. Et puis, entre-temps, évidemment, il y a eu, justement, les révoltes, les résistances collectives. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane sont libérées, 1943. Sont chassés les gouverneurs fascistes. Et la Guadeloupe devient donc un lieu de la résistance, un lieu de la France libre. Et le petit Fanon revient, passe son bac entre-temps, sa première partie, et décide toujours dans le même esprit, eh bien maintenant, je m'engage dans les forces, les bataillons antillais de la France libre, et je m'en vais pour sauver le monde. Et donc il s'engage, il part, on le retrouve blessé dans le nord de la France, ensuite à Paris, et puis après sa convalescence, il revient au pays natal. Donc l'action, donc la réalité. Et puis il a vu la guerre, la bataille, la violence. Il a été blessé parce que le commandant demandait, il y avait une mitrailleuse lourde qui était là, il fallait aller la recharger, mais il y avait le tir des Allemands, personne ne voulait bouger, et Fanon a dit « moi j'y vais ». Toujours cette soif, il avait dit très tôt « de toute façon je mourrai jeune ». C'est ce qu'il avait dit à ses frères. « De toute façon je mourrai jeune ». Alors autant mourir glorieusement. Et puis il a été simplement blessé à la jambe, et il n'est pas mort tout de suite. Mais voilà, il y a une soif, une action, et puis déjà pour qui? Pas pour les Noirs, pas pour les Blancs, justement. En classe, il y avait le professeur, un des professeurs qui disait il y en a 2 qui manquent cette fois-ci, avant le départ de France. Ils sont partis en dissidence, disaient les autres. Ah oui, très bien, bravo, ces messieurs sont partis faire les héros. Eh bien, je vous dis 2 choses. Les femmes de héros morts épousent les survivants vivants. Et deuxième chose, je vous dis, les Blancs se battent entre eux, c'est bon pour les Noirs. Et Fanon, Joby, d'autres comme ça, résistent à ça parce qu'ils ont écouté un autre discours, bien entendu, par exemple le discours de Tropique, de Césaire, de Suzanne Césaire, de René Ménil, qui leur disent « Non, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre ». Et alors, ils lisent les textes, ils lisent Tropique, ils lisent tout ça, et puis ils sont dans l'action, dans la soif de dire « Nous ne sommes pas des Noirs, nous ne sommes pas des Martiniquais, nous ne sommes pas des gens protégés qui attendent de voir si Hitler va arriver en Amérique. Nous sommes des humains sur Terre et le sort de la Terre dépend de nous aussi. »
Et donc Fanon, une deuxième fois, repart, s'engage et part comme ça, et puis il revient à la Martinique. Mais vous avez vu, il a commencé en parlant des mots, Il y a une deuxième chose qui va le sauver, eh bien c'est tout simplement qu'il commence à entendre et à écouter la parole de ces peuples, la parole de la culture de ces peuples, la musique, la poésie. Aimé Césaire, Jacques Roumain, Fanon, dans tous ses écrits, passe son temps à citer des poètes. Le Peau noire masque blanc, il y a un tiers de citations, et puis long, 1 page, 2 pages, 3 pages. Parce qu'il a compris quelque chose, qu'il y avait une parole de son peuple. Que cette parole s'exprimait à travers non pas le discours aliénant d'une bourgeoisie assimilationniste, mais tout simplement dans la solitude de la création littéraire. C'est pour ça que Fanon est poète, Fanon est dans le théâtre, Fanon malheureusement est mort avant d'avoir continué, prolongé et accompli ce qui était son rêve essentiel, être un créateur, quelqu'un qui allait traduire dans les mots ses actions et traduire dans les mots ses espérances. Enfin, il y a une troisième chose qui l'a sauvé de ce discours sur l'aliénation, eh bien c'est tout simplement qu'il a choisi d'aller étudier les aliénés, d'aller étudier les fous. Qu'est-ce que c'est que le fou? Fanon, il va en Lozère. Et là, il y a un hôpital psychiatrique avec Tosquay, des grands inventeurs de la psychiatrie institutionnelle, comme on dit, c'est-à-dire une psychiatrie très simple, qui dit, mais on enferme les fous, parce qu'ils dérangent. Ils sont remuants, alors on leur met des camisoles, parce qu'il faut qu'ils soient normaux. Et les gens qui faisaient ça, par exemple, pendant la guerre, ils étaient résistants. Tosquay était un grand résistant. Et alors, il part la nuit, on va mettre des bombes sous les trains allemands, et puis après on revient, puis on fait son travail, c'est-à-dire on enferme les fous. Et d'un seul coup, il y a une prise de conscience qui a donné toute la psychiatrie contemporaine, dont Fanon est issu très directement, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de... Le fou, c'est quoi? C'est l'asile, mais l'asile, c'est quoi? C'est un camp. C'est un camp de concentration. C'est une prison. Au nom de quoi? Au nom du fait qu'ils sont aliénés. Et le jeune Frantz Fanon comprend encore autre chose que ses aînés, qui étaient ses profs, lui ont appris. Ils lui ont dit, mais il faut qu'on change ça. Nous qui voulons libérer le monde et qui partons en résistance, en dissidence, on ne va quand même pas enfermer nos malades, nous aussi. Et c'est comme ça qu'on a inventé cette libération, cette social thérapie, comme il le disait, pour essayer un petit peu de dialoguer avec ces cerveaux prétendument malades. Pourquoi je dis prétendument? Parce que Fanon regarde son pays, il dit, il y a des fous qui se promènent dans les rues. Nous sommes dans un pays colonisé. Nous sommes dans un pays qui n'a pas droit à sa parole. Mais qui est-ce qui refuse ce monde? C'est celui qu'on appelle le fou. Il y a une santé du fou. Il y a quelque chose où le fou est celui qui révèle à quel point la société est mal faite, mal conçue. Et c'est celui qui va le plus loin dans le refus. Il dit, non, moi je ne veux pas. Donc je ne mange pas, ou je ne parle pas, ou je parle, ou je crie fort, etc. Et évidemment, les gens normaux, les gens qui acceptent la société coloniale, ceux-là lui disent, non, tais-toi, silence, déjà que tu es noir, déjà que tu es aliéné, sois sage, sois bien, sois normal. Et on voit comment se fait d'un seul coup une conjonction qui nous donne Frantz Fanon entre la psychiatrie institutionnelle, cette social thérapie qui est issue de la résistance et qui lui dit, regarde bien ce fou ce qu'il est, et Fanon, d'un seul coup, devient Frantz Fanon, et se rend compte que, mais non, ce n'est pas l'aliéné qui est fou et qui est malade, c'est la société qui est folle et qui est malade et qui aboutit à ces excès que font certains pour mieux lui révéler la profondeur de sa maladie, la maladie coloniale étant celle contre laquelle Fanon va le plus lutter. Alors il devient ce qu'il est. Il sait qui il est. Il sait quel individu il est. Il en a souffert, il a été blessé. Il connaît le monde, la littérature, la poésie. Par exemple, il a lu et relu l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Senghor, Jacques Roumain, Aimé Césaire, Birago Diop, Léon Damas, Jean Brière, Léopold Senghor. Il lit, relit, il comprend tout. Et puis il lit la préface de Jean-Paul Sartre, Orphée noire. La préface de Jean-Paul Sartre, une 40aine de pages d'explications de texte de ce que sont ces Noirs qui prennent la parole, qui deviennent une grande lumière du monde avec une des grandes anthologies dans laquelle on trouve parmi les plus grands textes du XXe siècle, écrits par Senghor, par Césaire, par Damas, Black Label, ou bien par Jacques Roumain, Bois d'ébène. Il a
une délectation, une jouissance de découvrir cette parole. Et puis il entend quelqu'un qui lui analyse cette parole. Jean-Paul Sartre explique à Frantz Fanon ce qu'il est. Et Frantz Fanon lit, Frantz Fanon crie, et Frantz Fanon pleure à entendre ce que cette vision européenne, cette vision hegelienne, comme il disait dans thèse, antithèse, synthèse. Le blanc a fait du mal au noir, il faut que le noir fasse à son tour un peu de mal pour qu'enfin les hommes soient réunis. Caricature, oui, mais quelque part, il y a une telle mauvaise conscience dans le Jean-Paul Sartre qui commence en disant « Écoutez ce qu'ils disent, écoutez, vous allez vous déshabiller de votre peau blanche trop pâle, etc. » Et Fanon n'en peut plus, et Fanon dialogue, discute avec Jean-Paul Sartre pour essayer de lui persuader qu'il n'est pas le temps faible d'une dialectique hegelienne. Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon. En fait, la négritude apparaît comme le temps faible d'une progression dialectique. L'affirmation théorique et pratique de la suprématie du blanc est la thèse. La position de la négritude comme valeur antithétique est le moment de la négativité. Mais ce moment négatif n'a pas de suffisance par lui-même. Et les Noirs qui en usent le savent fort bien. Ils savent qu'il vise à préparer la synthèse ou réalisation de l'humain dans une société sans race. Ainsi, la négritude est pour se détruire. Elle est passage et non aboutissement, moyen et non fin dernière. Quand je lus cette page, je sentis qu'on me volait ma dernière chance. Je déclarai à mes amis, la génération des jeunes poètes noirs vient de recevoir un coup qui ne pardonne pas. On avait fait appel à un ami des peuples de couleur, et cet ami n'avait rien trouvé de mieux que de montrer la relativité de leur action. Pour une fois, cet Hegelien né avait oublié que la conscience a besoin de se perdre dans la nuit de l'absolu. Seule condition pour parvenir à la conscience de soi. Contre le rationalisme, il rappelait le côté négatif, mais en oubliant que cette négativité tire sa valeur dans une absoluité quasi substantielle. La conscience engagée dans l'expérience ignore, doit ignorer les essences et les déterminations de son être. Orphée noire, d'ailleurs, est une date dans l'intellectualisation de l'existé noir. Et l'erreur de Sartre a été non seulement de vouloir aller à la source de la source, mais en quelque façon de tarir cette source. La source de la poésie tarira-t-elle? Ou bien, le grand fleuve noir colorera-t-il malgré tout la mer dans laquelle il se jette? Il n'importe. À chaque époque, sa poésie. À chaque époque, les circonstances de l'histoire élisent une nation, une race, une classe pour reprendre le flambeau, en créant des situations qui ne peuvent s'exprimer ou se dépasser que par la poésie. Et tantôt, l'élan poétique coïncide avec l'élan révolutionnaire, et tantôt il diverge. Saluons aujourd'hui la chance historique qui permettra aux Noirs, comme dit Césaire, de pousser d'une telle raideur le grand cri nègre que les assises du monde en seront ébranlées. Et voilà. Mais ce n'est pas moi qui crée un sens, mais c'est le sens qui était là, préexistant, m'attendant. Ce n'est pas avec ma misère de mauvais nègre, mes dents de mauvais nègre, ma faim de mauvais nègre que je modèle un flambeau pour y foutre le feu afin d'incendier ce monde. Mais c'est le flambeau qui était là, attendant cette chance historique. En termes de conscience, la conscience noire se donne comme densité absolue, comme pleine d'elle-même, étape préexistante à toute fente, à toute absolution de soi par le désir. Jean-Paul Sartre, dans cette étude, a détruit l'enthousiasme noir. Contre le devenir historique, il y avait à opposer l'imprévisibilité.
J'avais besoin de me perdre dans la négritude, absolument. Peut-être qu'un jour, au sein de ce romantisme malheureux, en tout cas, j'avais besoin d'ignorer. Cette lutte, cette redescente devait revêtir un aspect achevé. Rien de plus désagréable que cette phrase. Tu changeras, mon petit. Quand j'étais jeune, moi aussi, tu verras, tout passe. La dialectique qui introduit la nécessité au point d'appui de ma liberté m'expulse de moi-même. Elle rompt ma position irréfléchie. Toujours en termes de conscience, la conscience noire est immanente à elle-même. Je ne suis pas une potentialité de quelque chose. Je suis pleinement ce que je suis. Je n'ai pas à rechercher l'universel. En mon sein, nulle probabilité ne prend place. Ma conscience nègre ne se donne pas comme manque. Elle est adhérente à elle-même. Mais, nous dira-t-on, il y a dans vos affirmations méconnaissance d'un processus historique. Écoutons donc Jacques Roumain. Afrique, j'ai gardé ta mémoire. Afrique, tu es en moi, comme l'écharde dans la blessure, comme un fétiche tutélaire au centre du village. Fais de moi la pierre de ta fronde, de ma bouche les lèvres de ta plaie, de mes genoux les colonnes brisées de ton abaissement. Pourtant, je ne veux être que de votre race, ouvriers, paysans de tous les pays, ouvriers blancs de Détroit, péons noirs d'Alabama, peuple innombrable des galères capitalistes, le destin nous dresse épaule contre épaule. Et reniant l'antique maléfice des tabous du sang, nous foulons les décombres de nos solitudes. Si le torrent est frontière, nous arracherons au ravin sa chevelure intarissable. Si la sierra est frontière, nous briserons la mâchoire des volcans affirmant les cordillères. Et la plaine sera l'esplanade d'aurore où rassembler nos forces écartelées par la ruse de nos maîtres. Comme la contradiction des traits se résout en l'harmonie du visage, nous proclamons l'unité de la souffrance et de la révolte, de tous les peuples, sur toute la surface de la terre, et nous brassons le mortier des temps fraternels dans la poussière des idoles. Justement, répondrons-nous, l'expérience nègre est ambiguë, car il n'y a pas un nègre, mais des nègres. De temps en autre, on a envie de s'arrêter. Exprimer le réel est chose ardue. Mais quand on se met en tête de vouloir exprimer l'existence, on risque de ne rencontrer que l'inexistant. Ce qui est certain, c'est que, au moment où je tente une saisie de mon être, Sartre, qui demeure l'autre, en me nommant, m'enlève toute illusion, alors que je lui dis, avec Césaire, « Ma négritude n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. » Alors que moi, au paroxysme du vécu et de la fureur, je proclame cela, Sartre me rappelle que ma négritude n'est qu'un temps faible. En vérité, je vous le dis, mes épaules ont glissé de la structure du monde. Mes pieds n'ont plus senti la caresse du sol. Sans passer nègre, sans avenir nègre, il m'était impossible d'exister ma négrerie. Pas encore blanc, plus tout à fait noir. J'étais un damné. Jean-Paul Sartre a oublié que le nègre souffre dans son corps autrement que le blanc. Entre le blanc et moi, il y a irrémédiablement un rapport de transcendance. Mais on a oublié la constance de mon amour. Je me définis comme tension absolue d'ouverture. Et je prends cette négritude et les larmes aux yeux, j'en reconstitue le mécanisme. Ce qui avait été mis en pièces est par mes mains, liane intuitive, rebâti, édifié,
Je suis un nègre. Je suis un nègre. Je suis un nègre. Et c'est mon pauvre frère, vivant à l'extrême sa névrose et qui se découvre paralysé, comme dit Sartre dans La putain respectueuse. Le nègre. Je ne peux pas, madame. Lizzie. Quoi? Le nègre. Je ne peux pas tirer sur les blancs. Lizzie. Vraiment, ils vont se gêner, eux. Le nègre. Ce sont des blancs, madame. Lizzie. Et alors, parce qu'ils sont blancs, ils ont le droit de te saigner comme un cochon? Le nègre. Ce sont des blancs. Sentiment d'infériorité? Non. Sentiment d'inexistence. Le péché est nègre comme la vertu est blanche. Tous ces blancs réunis, le revolver au poing, ne peuvent pas avoir tort. Je suis coupable, je ne sais pas de quoi, mais je sens que je suis un misérable. Le nègre. C'est comme ça, madame. C'est toujours comme ça avec les blancs. Lizzie. Toi aussi, tu te sens coupable? Le nègre. Oui, madame. Le nègre est un jouet entre les mains du blanc, alors, pour rompre ce cercle infernal, il explose. Impossible d'aller au cinéma sans me rencontrer. Je m'attends. À l'entracte, juste avant le film, je m'attends. Ceux qui sont devant moi me regardent, m'épient, m'attendent. Un nègre groom va apparaître. Le cœur me tourne la tête. L'estropié de la guerre du Pacifique dit à mon frère, accommode-toi de ta couleur comme moi de mon moignon. Nous sommes tous deux des accidentés. Pourtant, de tout mon être, je refuse cette amputation. Je me sens une âme aussi vaste que le monde, véritablement une âme profonde comme la plus profonde des rivières. Ma poitrine a une puissance d'expansion infinie. Je suis don et l'on me conseille l'humilité de l'infirme. Hier, en ouvrant les yeux sur le monde, je vis le ciel de part en part se révulser. Je voulus me lever, mais le silence éviscéré reflua vers moi, ses ailes paralysées. Irresponsable, à cheval entre le néant et l'infini, je me mis à pleurer. Fanon se bat, Fanon se débat sur le théâtre du monde. On voit bien là que voilà, il décrit les scènes, il fait parler, il cite, il explique même ses propres réactions. Parce que sur le théâtre du monde, c'est là que sont évidemment les apparences. La peau, blanche, noire, les couleurs, les mots, peut-être faux, et le fond des choses, ce qui est l'essentiel qu'il a enfin trouvé, mais comment lui donner vie, comment lui donner chair, comment faire en sorte de montrer qu'au-delà des phrases, il y a profondément une chair sous ces peaux qui sont là sur le théâtre du monde, c'est-à-dire sur le masque du monde. Et Fanon insiste, il se bat, il pleure, parce qu'il dit il faut que je fasse comprendre que l'homme, l'identité, comme on dit aujourd'hui, ce n'est pas un sujet, c'est un lieu. C'est un lieu qui bouge. C'est un lieu qui est rempli d'intériorité. La peau n'est rien d'autre que la couverture de ce lieu profond où le cœur, le sexe, la peau, le cerveau, la tête, les autres en soi, et soi dans les autres, luttent, se battent, se confrontent, s'aiment, parlent, disent ou se taisent. Et Fanon est sûr de lui. On n'a pas d'aliénation antillaise. Fanon affronte la mauvaise conscience européenne avec toute la puissance de sa propre conscience. Sans bonne conscience, je ne suis pas esclave de l'esclavage, dira-t-il plus tard. Je ne suis pas là pour régler les comptes et donner une chance à la mauvaise conscience occidentale profondément affirmée par Jean-Paul Sartre, qui le suit pas à pas, depuis la préface d'Orphée Noir, ensuite pour Peau Noire, Masque Blanc, et enfin pour Les Derniers de la Terre. Il va se déplacer à la demande de Frantz Fanon pour l'écouter et traduire dans une préface le fond de la pensée, en apparence, de Frantz Fanon.
Fanon se bat, Fanon se bagarre. J'ai dit qu'il a eu la conscience de son histoire, l'histoire de résistance. Il a eu la conscience de la puissance de la poésie, donc il ne fait pas 2 pages sans citer un poème. Et puis la puissance aussi de cette folie qui devient la lumière, qui nous permet de voir là où les hommes commencent vraiment à rendre le monde fou. Le malade mental, la femme enfermée. Et Fanon, donc, de plus en plus s'enferme bien dans le dialogue avec les fous, pour trouver, non pas la vérité, mais une vérité du monde au-delà de toutes ces apparences que 3 siècles de rationalisme européen, à la mode hegelienne notamment, ont en quelque sorte enfermé dans une espèce de dialectique totalement du rationalisme. On le voit se battre. Il y a une 4e chose alors qui vient à son secours, c'est l'action. Des mots, attention, oui, mais des mots qui sont des flambées de chair et des flambées de ville. Et donc Fanon veut s'engager. Il l'a fait à 15 ans, il est parti, la guerre, la résistance, le bataillon antillais de la France libre près de Strasbourg. Ça ne suffit pas. Il y a l'action dans la psychiatrie. Et ça, c'est très important. Fanon n'a jamais pensé une seule seconde que son engagement dans la décolonisation était quelque chose qui se faisait, par exemple, quand on a fini de travailler, mais que dans le travail, on fait son travail. Non, il faut décoloniser la psychiatrie. Et il faut que la psychiatrie l'aide à décoloniser le monde. Et cette conjonction rare, belle, forte, puissante, entre la pratique de son travail, de son œuvre, et la pratique politique de ce moment fait toute la force et toute la puissance, et en quelque sorte, malgré les pleurs, la puissance de conviction de Frantz Fanon face à un certain discours européen. Il veut s'en aller, après ses études, en sachant très bien que cette psychiatrie va l'aider à décoloniser le monde, à condition qu'il aide lui-même à décoloniser la psychiatrie. Et puis il va partir. Où ça ? Par exemple aux Antilles. Malheureusement, il n'y avait pas de poste. Ce n'est pas que Fanon s'est découvert tiers-mondiste en disant « je vais aller libérer l'Afrique ». Non, il voulait rentrer parce qu'il y a du travail dans ces Antilles de ces années 40-50 à Colson. Et donc on lui propose un poste où ça, à Blida. Blida, qu'on n'est pas. Algérie, c'est pas Alger, c'est pas Oran, c'est loin. Mais c'est là qu'on enferme les fous, puisque, comme vous le savez, on enferme les fous le plus loin possible. Donc l'hôpital psychiatrique n'est pas à Alger, il est au loin, là où on déporte les gens. Et donc Fanon y va. Et bien entendu, il y va fort de sa conscience de psychiatre qui a compris qu'il faut libérer les chaînes. Donc il commence à faire de la social thérapie là-bas. Plus d'enfermement, plus de camisole. Et tout le monde il faut qu'on soit ensemble. Donc Fanon fait de grandes réunions, comme on l'a vu sur les photos, avec l'équipe. Les infirmiers, les directeurs, l'administration, les médecins. On est ensemble, parce que pour vaincre ce mal de la maladie mentale, ce n'est pas chacun avec son secteur, il faut être ensemble. Et il faut que les malades aussi soient ensemble, social thérapie. Alors on va rassembler, et puis on va utiliser, la poésie, la culture, la chanson. Et on va dire, voilà, pour que ces gens reviennent à quelque chose de collectif et sortent de leur névrose ou de psychose individuelle, on va les mettre ensemble au lieu de les enfermer chacun dans sa camisole ou dans sa cellule. Et ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? On va les faire chanter, conter, dialoguer, échanger, faire du théâtre. Et puis ça marche très bien dans le secteur des femmes européennes, puisqu'elles étaient séparées. Et puis ça ne marche pas très bien dans le secteur de ce qu'on appelle les femmes musulmanes ou les femmes arabes. Fanon ne comprend pas très bien parce qu'il a une bonne théorie, il a une belle pratique, on va délivrer tous ces fous. Et il y en a qui ont l'air de refuser la délivrance et qui, par exemple, refusent de chanter. Et Fanon, en gros, par chant, se pose la question. C'est peut-être moi qui ai tort. Ce n'est pas eux qui sont plus fous que les autres. C'est peut-être qu'il y a dans la société musulmane quelque chose qui n'est pas du même ordre dans le rapport au chant, au théâtre, au conte, que dans la société de ces femmes européennes. Et Fanon découvre en effet cette dimension de la maladie mentale, qu'elle est aussi un symptôme, et qu'il décide avec les autres, tiens, on va aller étudier qui sont ces femmes lorsqu'elles sont dehors. C'est quoi l'Algérie? C'est quoi la Kabylie? Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur?
Pourquoi sont-elles enfermées? C'est simple. Nous sommes en prison. Et on va découvrir que la prison, elle est à l'extérieur. Qu'il y a une société inégalitaire. Qu'il y a, par exemple, des coutumes qui existent, par exemple, chez les femmes et qu'on ne chante qu'à la nuit tombée. Donc on ne va pas faire le groupe de thérapie par le chant à 3 heures de l'après-midi. Encore faut-il le savoir et quitter l'hôpital, l'asile, comme on dit, pour aller regarder un peu la réalité du monde d'où viennent ces folles. Et du même coup, Fanon, qui avait fait de la sociologie, commence à apprendre et à comprendre ce monde qui était totalement étranger à lui. Et en se disant, là encore, comme aux Antilles, le fou est le révélateur de la réalité sociale. Et non seulement de la réalité sociale, qu'est-ce qu'elles chantent, comment ils sont, quelles sont leurs traditions, mais surtout, encore une fois, de cet écrasement de ce qu'elles sont par le système colonial. Et que ce système colonial, eh bien, oui, il touche à la folie. Et il peut donc aliéner des gens qui vont même se retrouver dans un asile d'aliénés dirigé par l'État colonial lui-même. Et donc il y a là encore une conjonction qui fait que ça aboutit à une prise de conscience politique de Frantz Fanon. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette Algérie? À propos, on commence à entendre les bruits de la guerre, de la révolte, de résistance. On est bien au chaud dans l'hôpital et dans l'asile. On est bien protégé par des murs. La guerre ne va pas entrer là tout de suite. Non, mais c'est parce que ceux qui y étaient et qui voulaient lutter pour la liberté de ces malades sont sortis et sont devenus, presque tous, Ali Cherki par exemple, des combattants de cette liberté. Alors, on a vu l'acte 1 tout à l'heure de cette prise de conscience forte. Eh bien, que va-t-il en faire maintenant de cela, Frantz Fanon? Il va regarder le monde, pas seulement les Antilles. Il va regarder le monde qui est en train de se décoloniser, et particulièrement dans un lieu dans lequel la résistance à la décolonisation est la plus forte, l'Algérie, la guerre d'Algérie. C'est vrai que depuis quelque temps, tout le monde sait qu'on va très bien vers la décolonisation du monde. Le problème, c'est de savoir où l'Afrique va tomber, à gauche ou à droite, du côté de l'URSS et les grands frères staliniens, ou bien du côté du monde capitaliste. On est prêt déjà à se partager la dépouille de l'Afrique libérée. Et là aussi, arrive quelque chose qui est cette conscience, cette prise de conscience, là aussi, et qui fait que Fanon devient quelque part un décolonisateur, un homme de la décolonisation. De là où il est, eh bien, c'était l'endroit où justement la guerre commençait à être la plus violente, alors que de petit à petit, l'idée avançait et qu'on savait très bien que les années 60 allaient être les années de la libération. D'où la violence de la résistance contre cela. Alors, les aînés, toujours, organisent un grand congrès en 1956, le congrès des écrivains et artistes noirs. Césaire, Alioune Diop, le grand organisateur, Senghor, les Haïtiens, toujours présents, toujours là, René Depestre en particulier. Et puis on invite les frères, on invite les autres, les Noirs d'Amérique, ceux du Nigeria, ceux d'Afrique du Sud, ceux du Mozambique. Grande rencontre. Il s'agit d'expliquer ce que sont ces mondes, ces hommes noirs, qui ne sont noirs que de peau, mais qui sont, pour eux-mêmes, en ce qu'ils se disent, des lumières noires, je l'ai dit une fois, qui sont l'avant-garde d'une libération du monde, c'est-à-dire rien d'autre que la suite du grand mouvement de libération auquel ils ont participé, qui était celui de la libération contre le fascisme et le nazisme. La colonisation n'étant que la dernière forme de ce fascisme qui, elle aussi, doit disparaître à la suite. Ces colonisés ont libéré l'Europe. Fanon, il avait 18 ans à ce moment-là. Mais ils disent, évidemment, nous continuons la libération du monde après avoir fait la libération de l'Europe. Et nous ne comprenons pas que Sétif, que Saïgon, que un peu partout, que Blida, qu'en Côte d'Ivoire, nous nous retrouvons à partir de 45, 47, 46, 48, avec des milliers de morts combattus par une armée française dont faisaient partie ces colonisés qui ont libéré la France, le monde et l'humanité. Et donc il y a profondément une conscience universaliste qui naît. On n'est plus dans le noir, le blanc, le jaune. Tiens, par hasard, et voilà, tiens, ce sont les Arabes. Ce sont des femmes musulmanes. Fanon n'y connaissait rien. Lui, il est noir. Il est victime du racisme d'Arabes contre les Noirs. Il y en a qui se méfient, qui ne veulent pas qu'il le touche. Parce que c'est un noir, il a la peau noire. Mais il est au-delà de ça. Il est déjà au-delà des peaux noires et au-delà des masques blancs. Et Fanon, donc, vient au congrès de 1956. Un jeune homme
il est invité parce que Aimé Césaire, Alioune Diop le connaissent. On a vu ses écrits dans Esprit. On sait que ce jeune homme est là dans un combat, à la fois dans son œuvre, une réflexion sur la psychologie de ce monde. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour que l'Europe soit si aliénée par une image de l'aliénation des peuples qui ne sont pas européens? Comment guérir cette maladie qui est là? Et Fanon, psychiatre, il est attelé à cette tâche. Et il écrit ça dans Esprit. Et Fanon, il est en même temps dans l'action. On est en Algérie. Il aura un problème pour avoir un billet parce qu'on est en guerre en 1956. Parmi les moments les plus violents des tortures, des résistances en Algérie. Et Fanon débarque en 1956. Il est très sérieux parce qu'il se passe quelque chose dans sa tête à ce moment-là. Il voit Césaire, Senghor, il est là. Et il fait une communication qui donnera des applaudissements absolument nourris, autant que ceux d'Aimé Césaire la veille. Son frère Joby, toujours le frère tout près de lui, le grand frère, apprend que Franz vient à Paris et donc ça va être une occasion de se voir. Donc Joby vient au congrès des écrivains et artistes noirs et il nous raconte ce qui s'est passé avec Franz. Juin 1956. En Martinique, où je suis en fonction, j'apprends par Franz que les choses vont très mal pour lui en Algérie. Mais il continue à travailler et participe au premier congrès des écrivains artistes noirs à Paris en septembre. Ce congrès est organisé par la revue Présence africaine et les éléments les plus représentatifs de l'intelligentsia africaine et noire américaine seront présents. Je prends mes dispositions pour rejoindre Franz à Paris. Pas d'adresse permanente en France, nous nous donnons rendez-vous à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Claude Bernard. J'arrive à Paris la veille du début des travaux du Congrès. Le lendemain, je suis à la Sorbonne. Je pénètre dans l'amphithéâtre juste au moment où Franz va prendre la parole. Je suis tout en haut de l'amphithéâtre et je commence à descendre les travées. Franz m'aperçoit et me fait un petit signe de la main. Les différents intervenants sont dans la salle, alignés le long d'une immense table. Je reconnais le docteur Price-Mars, Césaire, Rabé Manandjara. L'intervention de Franz porte sur racisme et culture. Son exposé est clair, lumineux même. Son débit est saccadé, sauf quand il se déprend de son texte écrit et s'envole. La définition du racisme, qui n'est qu'un élément de l'oppression systématisée d'un peuple, arrache un tonnerre d'applaudissements. Puis il décrit la position des scientifiques européens et dénonce les arguments pseudo-scientifiques développés dans la monographie de Caruthers qui insiste sur la lobotomie physiologique du noir d'Afrique. Et là, il abandonne ses notes et explique brillamment que des malades mentaux sont quelquefois opérés des lobes frontaux, sont lobotomisés. Par assimilation, le noir, n'utilisant pas ses lobes frontaux, est un Européen lobotomisé naturellement. Une honte, cette science, conclut-il sous un tonnerre d'applaudissements. Puis, dans un silence de cathédrale, il poursuit sa démonstration et développe la lutte des opprimés pour leur libération et l'appropriation de leur culture. Le corps à corps de l'indigène avec sa culture est une opération trop solennelle, trop abrupte pour tolérer une quelconque faille. Nul néologisme ne peut masquer la nouvelle évidence, la plongée dans le gouffre du passé est condition et source de liberté. La fin logique de cette volonté de lutte est la libération totale du territoire national. Afin de réaliser cette libération, l'infériorisé met en jeu toutes ses ressources, toutes ses acquisitions, les anciennes et les nouvelles, les siennes et celles de l'occupant. La lutte est d'emblée totale, absolue. Mais alors, on ne voit guère apparaître de racisme.
Au moment d'imposer sa domination pour justifier l'esclavage, l'oppresseur avait fait appel à des arguments scientifiques. Ici, rien de pareil. Un peuple qui entreprend une lutte de libération légitime rarement le racisme. Même au cours des périodes aiguës de lutte armée, insurrectionnelle, on n'assiste jamais à la prise en masse de justifications biologiques. La lutte de l'infériorisé se situe à un niveau nettement plus humain. Les perspectives sont radicalement nouvelles. C'est l'opposition désormais classique des luttes de conquête et de libération. En cours de lutte, la nation dominatrice essaie de rééditer des arguments racistes, mais l'élaboration du racisme se révèle de plus en plus inefficace. On parle de fanatisme, d'attitude primitive en face de la mort, mais encore une fois, le mécanisme désormais effondré ne répond plus. Les anciens immobiles, les lâches constitutionnels, les peureux, les infériorisés de toujours s'arc-boutent et émergent hérissés. L'occupant ne comprend plus. La fin du racisme commence avec cette soudaine incompréhension. La culture spasmée et rigide de l'occupant libéré s'ouvre enfin à la culture du peuple devenu réellement frère. Les deux cultures peuvent s'affronter, s'enrichir. En conclusion, l'Université réside dans cette décision de prise en charge du relativisme réciproque de cultures différentes, une fois cela irréversiblement le statut colonial. L'assistance, debout, lui fait une ovation immense, extraordinaire. Puis Franz me fait signe de sortir. Il vient me retrouver à l'extérieur dans la cour. Après les embrassades et congratulations, il m'interpelle. Et alors? Je lui exprime mon admiration et mes compliments pour son exposé. Ah bon, tu as trouvé bien? Bien sûr, il y a là des idées fortes, mais c'est une critique de Césaire, Senghor et autres éléphants. Il se mit à rire. On parla de la famille et il me demanda d'attendre la fin des travaux. Il avait une communication importante à me faire. Je repris ma place dans les travées et lui à la table des conférenciers. À la clôture des travaux, il fut le premier à sortir de la salle. Il me rejoignit. Il était descendu chez Marcel Manville. Nous allions partir quand Alioune Diop le rappela pour la photo de famille avec les autres congressistes. Nous partîmes dans la rue des Écoles, vers le boulevard. À mi-chemin, il m'arrêta. J'ai quelque chose d'important à te dire. Je t'écoute. J'ai démissionné de mon poste à Blida et je rejoins le FLN à Tunis. J'étais sidérée. Franz, enfin, tu es marié, tu as un enfant, que feront-ils? Ils partent avec moi à Tunis. Mais comment feras-tu pour vivre? Tu as déjà beaucoup donné. Fais comme les intellectuels français qui ont pris fait et cause pour la libération de l'Algérie. Fais comme Janson, Sartre, Mauriac, Jean-Marie Doménac. Travaille l'opinion française. Fais tes écrits, organise des manifestations, que sais-je. Je ne m'engage pas du bout des lèvres. Et puis, je ne suis pas un intellectuel français. Je suis un homme libre qui ne se satisfait pas d'un engagement partiel. C'est décidé. Il n'y a pas à revenir là-dessus. Tu comprends? Cette guerre que mène le peuple algérien contre le colonialisme français est le détonateur qui mettra le feu à toute l'architecture des colonialismes. La lutte héroïque du peuple algérien soulèvera l'ensemble des peuples colonisés et dominés. L'Algérie va réveiller l'Afrique. Et de la Rhodésie à la Libye, les peuples sous domination coloniale vont s'engouffrer dans le sillon tracé par notre guerre, par notre défi. Arrête, Franz. Reprends-toi. Cesse de rêver. Rappelle-toi qu'en 1943, tu t'es emporté et tu es parti délivrer la France. Et peu de temps après, tu reconnaissais t'être trompé. Ne fais pas les mêmes erreurs. Ton choix pour une Algérie libérée est juste, je l'approuve. Mais tu n'es pas algérien. Tu n'es pas musulman. Par tes écrits, par ton action en France, fais connaître la réalité de cette guerre. Dénonce les actions commises par l'armée d'occupation. Réveille les consciences françaises. Joby, ce n'est pas ainsi que je vois les choses. Tu ne peux pas être crédible si tu n'es pas au cœur de l'action. C'est sans retour.
Je pars demain soir par l'Italie grâce à un réseau de passage algérien et je rejoins Tunis. Donne des nouvelles à maman et au reste de la famille. On se tient au courant. On s'embrassa et il sauta dans un taxi, me laissant seule et triste dans ce Paris lugubre et hostile. 1956, septembre 21, Fanon dit déjà notre Algérie. Il est déjà devenu algérien. À la fois par cette conscience d'une solidarité de coloniser, un combat de décolonisation, et à la fois parce qu'en lui-même, il sait qu'il est encore une fois au-delà de sa peau, son histoire, son pays natal, son village, sa propre famille, dans ce qu'il appelle la grande famille universelle, mais qui est pour lui quelque chose d'extrêmement concret. Parce qu'au moment même où il nous parle de son combat en Algérie, et Dieu sait que ça va être l'affaire de sa très courte vie, il lui reste 4 ans à vivre, il s'engage profondément dans cette Algérie. Il devient même des leaders intellectuels de la révolution algérienne. À Tunis, c'est lui qui dirige El Moudjahid, le journal du FLN. C'est lui qui explique, c'est lui qui commente, c'est lui qui annonce. Mais déjà, il dit à Joby, ce n'est pas de l'Algérie que je vais m'occuper seulement. C'est déjà de la jonction avec le reste du monde à décoloniser, notamment le monde duquel on avait le plus séparé, les colonisateurs anglais, français notamment, l'Afrique noire et le Maghreb. La guerre d'Algérie doit rester une guerre d'Algérie, algérienne. La décolonisation en cours, qui commence, 56, 59, le congrès, deuxième congrès, les discussions commencent, et 1960, l'année des indépendances. Mais protégeons-nous de l'Algérie. Et Fanon n'aura de cesse, dans le reste de sa vie, que de tout faire pour la jonction, comme il dit, entre les combats de libération de l'ensemble de l'Afrique, Rhodésie, Afrique du Sud, etc., et celui qui le concerne de l'Algérie, puisqu'il est algérien pour la simple raison qu'il travaille et qu'il vit en Algérie. Peut-être le hasard eût-il fait qu'il soit à l'hôpital de Dakar, qu'il aurait été sénégalais, ou burkinabé, comme on dit aujourd'hui, ou ailleurs, dans le monde, dans ce qui commence à s'appeler depuis 1955 le tiers-monde. Ni de grands frères capitalistes sous l'égide américaine ou européenne, ni de grands frères communistes sous l'égide des grands frères russes. Nous sommes un monde, nous sommes un tiers-monde, dont le but, dit-il, est naturellement de libérer le monde, pas le tiers-monde, pas l'Algérie, mais le monde. Et que ceux qui sont les porteurs de cette libération universelle, eh bien, cela fait quelques années, depuis le nazisme, depuis le fascisme, qu'ils sont les colonisés. Les colonisés pensent à décoloniser le monde et pas seulement à décoloniser leur propre pays natal. Et donc Fanon, oui, il dit à son frère que oui, je suis algérien, donc, parce que voilà, c'est là que je suis. Et donc, il participe à ce combat, il est d'El Moudjahid. Ah, bien sûr, il rêve d'action, il fait un peu le grand frère, là, devant le frère qui est fonctionnaire, qui est inspecteur des douanes, et qui lui dit, écris les articles, ça suffit bien, fais comme les autres, voilà. Et Dieu sait si c'est important. Parce que ceux dont il parle, ce sont ceux qu'on appelle les porteurs de valises. Les Janson, les Sartre, les Césaire, les Alioune Diop. On va plastiquer Présence africaine quelque temps. On va plastiquer l'appartement de Jean-Paul Sartre. Et donc, quelque part, c'est bien un combat collectif. Et rien n'est plus faux que cette espèce d'opposition qu'on a faite, Jean-Paul Sartre encore, entre ce monde-là en libération et de l'autre, l'Europe. L'Europe qui regarde, non. Fanon est un des tout premiers à bien se rendre compte que là encore, c'est un combat collectif. Fanon a connu, avec Tosca et les autres, des résistants européens au nazisme, et il sait très bien qu'on ne lui fera pas le coup de c'est les Noirs face aux Blancs, ou c'est l'Afrique face à l'Europe. C'est ensemble, c'est les résistants face aux opprimés, face aux oppresseurs. Et ça, c'est fondamental parce que du même coup, sa guerre d'Algérie, il ne peut la concevoir comme une délivrance africaine.
Et il va tout faire, et c'est ce qui va rater en quelque sorte, pour essayer de faire une jonction entre ces peuples. Alors il se retrouve à Accra en 1959, au moment où des pays sont libérés. Et il y a une conférence des pays d'Afrique avec le Grand Nkrumah, symbole de cette décolonisation des mondes anglophones. Fanon y va pour dire la nécessaire solidarité. Fanon est malin, il avait dit au début, il faut des mots malins. Il devait parler en premier, dans les premiers, parce qu'après, il y a évidemment les hommes d'État, donc Nkrumah. Et Fanon se dit, si je parle en premier, et que je dis tout ça, après il y aura tous les autres, qui vont nous parler de la libération chacun de son pays, et que pour les autres, on verra après. Donc, il dit, je suis malade, je dois rentrer à l'hôtel, et je ne pourrai parler peut-être que vers la fin si je suis mieux. Et Fanon, donc, de manière très maligne, termine cette grande rencontre par cette énorme profération de l'appel à la solidarité de l'ensemble du tiers-monde africain, au-delà du monde arabe, du Moyen-Orient, comme il dit, de la Libye jusqu'à la Rhodésie. Et évidemment, là aussi, Fanon est très applaudi. C'est voilà, encore un acte de notre théâtre fanonien. Et il rentre malade. S'était-il fait porter? En fait, ce n'est pas vrai. Il est vraiment malade. Fanon est sur la fin. Fanon va mourir dans très peu de temps. Et donc, il l'a dit. Les mots, les mots, les mots. Il dit, j'ai une dernière chose à faire. Oui, je demande au FLN de m'envoyer au front, parce que j'aimerais bien faire comme quand j'avais 16 ans, mourir sous une rafale du colonisateur français, c'est pas mal assez glorieux. Mais évidemment, il est trop faible pour ça. Il dit non, il y a quelque chose de plus essentiel à faire. Il faut que j'écrive mes derniers écrits. Il faut que je parle au nom des damnés de la terre. Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, avait dit Aimé Césaire. Il avait lu ça à 14 ans. Il dit, il faut que je donne cette parole, puisque en tant que médecin, il sait très bien que sa leucémie galopante lui donne très peu de mois à vivre. Alors il s'acharne à écrire les damnés. Il s'acharne à montrer la nécessité de cette jonction des luttes des hommes, pas des Noirs ou pas des Arabes, des hommes. Et pour cela, il se dit, il faut que je me fasse aider pour la communication de ça, parce que ce livre, il paraîtra quand je serai mort. Et je vais appeler cette grande conscience avec laquelle j'ai dialogué depuis ma jeunesse, Jean-Paul Sartre. Il rencontre Claude Lanzmann, qui est au temps moderne et qui fait une enquête en Tunisie sur la guerre d'Algérie. Il subjugue Claude Lanzmann, il lui explique, il lui parle de Sartre. Il est en train de lire la critique de la raison dialectique, dans laquelle Sartre en finit avec cette histoire de thèse, antithèse, thèse les blancs, antithèse les noirs, synthèse, on sera bien ensemble quand on se sera bien battu. Et Fanon étudie ça et dit, voilà, Sartre a changé. C'est lui qui doit faire la préface des damnés de la terre. Et Fanon envoie le manuscrit à Maspero, puis il écrit, il dit, est-ce que Sartre pourrait venir? Et quand Lanzmann rentre, il parle avec une telle ferveur de ce type extraordinaire qui est là, qui est ce psychiatre martiniquais, qui est un des leaders de la révolution algérienne, qui est en train d'essayer de faire la jonction avec l'Afrique, que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre prennent le train pour Rome, parce qu'évidemment, le chemin de la Tunisie est interdit. Nous sommes en guerre, la Tunisie aide. Le FLN, le GPRA se trouvent là-bas, Fanon, El Moudjahid, ils sont à Tunis. Et il y a une magnifique et ultime rencontre de toute une nuit entre Jean-Paul Sartre, Frantz Fanon, Simone de Beauvoir. Il y en a un qui est malade, mais c'est celui qui est le plus en énergie. À un moment, on dit, Simone de Beauvoir le raconte dans La force des choses, beaucoup, Claude Lanzmann le raconte dans ses mémoires qui sont sortis il y a 3 mois, ils étaient un peu fatigués de Frantz Fanon, parce que lui, malgré sa leucémie, il disait non, encore, encore, encore. Et jusqu'au petit matin, il était là à expliquer tout ce qui est Frantz Fanon à Jean-Paul Sartre pour lui dire, il va falloir que vous racontiez ça pour moi et que vous fassiez la préface. Une fois de plus, Fanon est tellement en avance, tellement prophétique, que Jean-Paul Sartre ne comprend pas ça.
mais il comprend ce que lui, Jean-Paul Sartre, aurait souhaité que Fanon lui dise, c'est-à-dire « Je me bats contre vous, je me bats contre l'Europe, je me bats contre le colonisateur blanc. » Et Fanon donne son ultime parole à Jean-Paul Sartre, et Jean-Paul Sartre va trahir, mais sans le faire exprès. C'est sa propre aliénation, c'est sa propre mauvaise conscience qui le tanne depuis son enfance et qu'il va exprimer dans les mots où il va reprendre les mêmes phrases pour dire « ma peau trop blanche, je suis trop laid, l'Europe est trop blanche, l'Europe est trop mauvaise, faisons-la bronzer avec la libération que les autres hommes d'ailleurs et du tiers-monde portent ». Et Sartre va faire cette extraordinaire préface, apologie d'une violence créatrice, et en disant que quand le colonisé tue le colonisateur, ça fait deux bonnes choses à la fois, parce qu'on supprime le colonisateur et on libère le colonisé. Et il dit, voilà, c'est ça que Fanon m'a raconté. Et évidemment, de la même manière que toute la poésie qu'il citait, pourtant je ne suis que de votre race, ouvriers, paysans de tous les pays, nous brassons le mortier des temps fraternels dans la poussière des idoles, et Fanon lit et relit ça. Et là encore, il va y avoir quelque chose qui aura une grande incidence, puisque tout le mythe fanonien, par exemple aux États-Unis, ou toute la critique de Frantz Fanon comme une espèce d'apologie de la violence et qu'il faut tuer tous les gens qui ne sont pas, qui sont les oppresseurs, a été un discours qui, dans les années 60, 70, 80, était un discours dominant. On a entendu des grands intellectuels français dire dans les années 90 que Fanon est du même ordre que ces grands dictateurs qui, au nom de la liberté, sont devenus des grands oppresseurs de leur propre peuple. On l'a mis dans la liste des Lumumba, des Mobutu, etc. Et quelque part, c'est une erreur, là aussi, mais qui a été dominante et qui fait que c'est vrai, des fois on se dit, tiens, il faut revisiter Fanon, redire Fanon, relire Fanon tout simplement, non pas à la lumière, qui pour lui était une lumière fraternelle de Jean-Paul Sartre, et qui a été tout simplement un prisme déformant. Alice Cherki nous parle de ses derniers moments. Alice Cherki, psychiatre, qui est ici à Paris et qui a écrit un très beau livre sur Frantz Fanon, qui s'appelle Frantz Fanon, de témoignages, nous raconte ses derniers moments. J'eus l'occasion de voir longuement Fanon juste avant son départ pour Rome et surtout à son retour. Nous étions voisins. Il avait depuis peu emménagé à El Mensa, dans ce même complexe où l'on m'avait aussi logé. Et Omar Oussedik était venu m'emprunter mon automobile, une vieille Peugeot, pour accompagner Fanon à l'aéroport et aussi pour le ramener. À l'aller, et surtout au retour, Fanon, épuisé et fébrile, s'arrêta chez moi quelques heures. Le souvenir de ce retour reste très vif. Il faisait une chaleur d'été tunisien, 40 degrés à l'ombre. Fanon, tour à tour, tremblait de froid et transpirait. J'avoue avoir été alors plus préoccupée de son état physique que du flot ininterrompu de paroles dont je savais pourtant qu'elles m'étaient adressées. Le livre était presque terminé. Il aurait aimé avoir plus de temps pour étayer ses idées, recomposer l'ordonnancement des chapitres, et puis, le ton est peut-être parfois trop véhément, mais c'est urgent, disait-il. C'est peut-être trop tard. Il voulait dire trop tard politiquement, mais laissait aussi entendre qu'il se savait condamné. Je ne sais combien de temps il me reste, alternait avec une foule de projets pour l'avenir. Fiévreux, brûlant, tel que le décrit Simone de Beauvoir. Mais ce qu'elle ne soupçonne pas, outre le fait que Fanon luttait alors pour vivre, est qu'il aurait aimé rencontrer Sartre seul. J'ai rencontré Sartre. J'aurais aimé le rencontrer vraiment seul un moment. Mais Simone était omniprésente. Elle ne nous a pas laissés en tête-à-tête. Et elle fait partie des gens qui s'économisent. Même avant sa maladie, Fanon avait souvent recours à cette expression. Il ne faut pas s'économiser. Et il n'aimait pas les gens qui, selon lui, le faisaient. Mais enfin, reprenait-il, Sartre m'a écouté. Il a accepté de préfacer mon livre. L'idée que Sartre ait accepté de préfacer son livre, il y tenait beaucoup,
était alors pour lui plus important que le contenu de la préface. Que va-t-il écrire? Cette question que je risquais alors surprit Fanon. Il ne se l'était pas posée. L'important n'était pas tant le contenu de la préface que l'acceptation de Sartre de la rédiger. Voie d'entrer dans un ultime livre dont Fanon pressentait qu'il ne serait plus là pour le défendre. Ultime reconnaissance aussi de la part de quelqu'un qui avait profondément marqué son trajet intellectuel depuis ses 20 ans et qui, avec Césaire, restait à cette époque à peu près le seul intellectuel français dont l'opinion lui apportait. Il retrouvait en Sartre et partageait avec lui l'espoir ou l'exigence d'une autre relation des hommes entre eux. L'espoir d'une autre relation des hommes entre eux, c'est-à-dire que l'Europe est dans ce tiers-monde et que la décolonisation ne doit pas s'arrêter aux portes de l'Europe sous prétexte que l'Europe était la patrie des colonisateurs. C'est quelque chose qui va très loin dans Fanon, encore une fois, au-delà de la peau, au-delà de la géographie, au-delà des frontières, et que cette idée qui était au fond de naissance, lorsqu'il s'est dit à 15 ans, je vais combattre Hitler, je vais me libérer le monde pour quitter papa, pour quitter la famille et pour aller dans cette aventure totalement romantique, on voit qu'il termine de la même manière et que, par exemple, après avoir été transporté d'abord en URSS à Moscou pour être soigné, pour essayer de trouver quelques médicaments nouveaux, on a su qu'il y avait à Washington certains traitements qui pouvaient peut-être lui donner une petite rémission, et donc Fanon accepte d'aller aux États-Unis, sachant très bien que c'était là, au fond, la dernière chance, puis c'est là qu'il meurt. Là encore, avant de mourir, une dernière lettre à son ami Tayeb, un des combattants de l'Algérie, où il lui parle là encore du monde à sauver. Si j'avais quitté Tunis 4 jours plus tard, eh bien je serais mort. Cela, aucun médecin ne me l'a caché. Où en suis-je maintenant? Dans la période difficile postérieure aux grandes hémorragies et où le processus leucémique, encore actif, multiplie les offensives, d'où une surveillance de nuit et de jour. Roger, ce que je veux vous dire, c'est que la mort, elle est toujours avec nous. Et l'important n'est pas de savoir si l'on peut l'éviter, mais si l'on fait pour les idées qui sont les siennes le maximum. Ce qui me choque ici dans ce lit, au moment où je sens mes forces s'en aller, ce n'est pas de mourir, mais de mourir à Washington, de leucémie aiguë. Alors que j'aurais pu mourir il y a 3 mois face à l'ennemi, puisque je savais que j'avais cette maladie. Nous ne sommes rien sur terre si nous ne sommes d'abord les esclaves d'une cause, de la cause des peuples, la cause de la justice et de la liberté. Je veux que vous sachiez que même au moment où les médecins avaient désespéré, je pensais encore, dans le brouillard. Je pensais au peuple algérien, au peuple du tiers-monde. Et si j'ai tenu, c'est à cause d'eux. Le seul esclavage acceptable donc pour Frantz Fanon, au final, l'esclavage d'une cause. Et en 1981, j'interrogeais à la suite du recueil Moi la Mineure qu'a fait Aimé Césaire, je l'interrogeais sur ses frères Asturias, Wilfredo Lam, Léon Damas et le 4e compagnon Frantz Fanon. Je lui disais, alors, le 4e compagnon, c'est Fanon. Vous avez écrit assez récemment ce poème d'hommage dans lequel on lit ce vers « Tu rayes le regard des bourreaux ». Eh bien, cela, c'est un vers que l'on retrouve à propos de Lumumba dans votre pièce « Une saison au Congo »,
donc à 20 ans de distance, quand Lumumba définit le prophète politique comme celui qui va rayer le regard, rayer l'œil des bourreaux. Oui, vous voyez qu'il y a des constantes, et je ne m'en suis pas aperçue. Donc, chez Fanon, c'est la dimension prophétique qui est pour vous, je crois, essentielle. Ce poème que j'ai écrit sur Fanon n'est pas du tout un poème de circonstance. Effectivement, je l'ai envoyé comme une contribution à ce mémorial Fanon, car Fanon est un homme que je connaissais bien. J'ai été le premier lecteur de Peau noire, masque blanc, et Fanon m'a toujours manifesté beaucoup de confiance, et je dois dire beaucoup d'affection, ce qui n'avait rien à voir du tout avec la politique, dont nous discutions très librement. Je dois dire qu'à cette époque-là, son message était combattu farouchement par certains qui s'en réclament à l'heure actuelle. Mais il risque d'y avoir à son sujet un vaste malentendu. Il serait complètement faux de réduire la personnalité de Fanon à la seule dimension de la politique ou de la pratique politique, l'appel à la force, à la violence. Fanon était beaucoup plus riche que cela. Et ce dont on ne s'aperçoit pas, c'est que si Fanon est important, c'est qu'il y avait chez Fanon la dimension poétique. J'ai dit qu'il y avait chez Damas la dimension tragique. Eh bien, il y avait chez Fanon la dimension poétique. Ce n'est pas du tout l'homme d'un marxisme desséché. C'est pourquoi le recours à Fanon est utile, parce qu'en définitive, c'est le recours à l'homme, c'est le retour à l'homme, et le recours à la vision qui voit beaucoup plus loin que la vue. J'oppose la vision à la vue, et vous avez prononcé le mot de prophétique. C'est par là que Fanon, c'est vrai, est prophète. Il est en avant, bien entendu, et il profère, ce qui signifie qu'il ne faut pas chercher dans Fanon un petit formulaire, un petit catéchisme pour l'action quotidienne. Ce qu'il faut retirer de Fanon, c'est un grand souffle, une grande lancée, et c'est une grande vision qui éclaire non pas forcément le chemin d'aujourd'hui, mais en tout cas qui balaie tout l'horizon. Par tout mot, guerrier silex. Le désordre s'organise, évalueur des collines, sous la surveillance d'arbres à hauts talons, implacable pour tout mufle privé de la rigueur des buffles. Ça, le ça déglutit, rumine, digère. Je sais la merde et sa quadrature, mais merde, que zèle aux ailes nourrissent le charognard bec, la pouture sans scrupule. Tant le cœur nous défaut, faux le rêve, si péremptoire la ronde. De ce côté du moins s'exude tout le soleil emmagasiné à l'envers du désastre, car œil intact de la tempête, aurore, ozone, zone orogène, par quelques-uns des mots obsédant une torpeur et l'accueil et l'éveil de chacun de nos mots, je t'énonce, Fanon, tu raies le fer, tu raies le barreau des prisons, tu raies le regard des bourreaux, guerrier silex, vomi par la gueule du serpent de la mangrove. Nous avons dit dans notre introduction que l'homme était un oui. Nous ne cesserons de le répéter. Oui à la vie, oui à l'amour, oui à la générosité. Mais l'homme est aussi un non. Non au mépris de l'homme, non à l'indignité de l'homme, à l'exploitation de l'homme, au meurtre de ce qu'il y a de plus humain dans l'homme, la liberté. Le comportement de l'homme n'est pas seulement réactionnel, il y a toujours du ressentiment dans une réaction. Nietzsche, dans La volonté de puissance, l'avait déjà signalé. Amener un homme à être actionnel en
maintenant dans sa circularité le respect des valeurs fondamentales qui font un monde humain, telle est la première urgence de celui qui, après avoir réfléchi, s'apprête à agir. Je me découvre un jour dans le monde et je me reconnais un seul droit, celui d'exiger de l'autre un comportement humain. Un seul devoir, celui de ne pas renier ma liberté au travers de mes choix. Je ne veux pas être la victime de la ruse d'un monde noir. Ma vie ne doit pas être consacrée à faire le bilan des valeurs nègres. Il n'y a pas de monde blanc, il n'y a pas d'éthique blanche, pas davantage d'intelligence blanche. Il y a de part et d'autre du monde des hommes qui cherchent. Je ne suis pas prisonnier de l'histoire. Je ne dois pas y chercher le sens de ma destinée. Je dois me rappeler à tout instant que le véritable saut consiste à introduire l'invention dans l'existence. Dans le monde où je m'achemine, je me crée interminablement. Je suis solidaire de l'être dans la mesure où je le dépasse. Je ne suis pas l'esclave de l'esclavage qui déshumanisa mes pères. Il ne faut pas essayer de fixer l'homme puisque son destin est d'être lâché. Le destin de l'histoire, la densité de l'histoire ne détermine rien, ni aucun de mes actes. Je suis mon propre fondement. Et c'est en dépassant la donnée historique, instrumentale, que j'introduis le cycle de ma liberté. Le malheur d'homme de couleur est d'avoir été esclavagisé. Le malheur et l'inhumanité du blanc sont d'avoir tué l'homme quelque part, sont encore aujourd'hui d'organiser rationnellement cette déshumanisation. Mais moi, l'homme de couleur, dans la mesure où il me devient possible d'exister absolument, je n'ai pas le droit de me cantonner dans un monde de réparation rétroactive. Moi, l'homme de couleur, je ne veux qu'une chose, que jamais l'instrument ne domine l'homme, que cesse à jamais l'asservissement de l'homme par l'homme, c'est-à-dire de moi par un autre. Qu'il me soit permis de découvrir et de vouloir l'homme, où qu'il se trouve. Le nègre n'est pas plus que le blanc. Tous deux ont à s'écarter des voies inhumaines qui furent celles de leurs ancêtres respectifs afin que naisse une authentique communication. Avant de s'engager dans la voie positive, il y a, pour la liberté, un effort de désaliénation. Un homme, au début de son existence, est toujours congestionné et noyé dans la contingence. Le malheur de l'homme est d'avoir été enfant. C'est par un effort de reprise sur soi et de dépouillement, c'est par une tension permanente de leur liberté que les hommes peuvent créer les conditions d'existence idéales d'un monde humain. Supériorité? Infériorité? Pourquoi tout simplement ne pas essayer de toucher l'autre, de sentir l'autre, de me révéler l'autre? Ma liberté ne m'est-elle donc pas donnée pour édifier le monde du toi? À la fin de cet ouvrage, nous aimerions que l'on sente comme nous la dimension ouverte de toute conscience. Mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Peau noire, masque blanc, en guise de conclusion, écrit Fanon, sans doute une des plus belles conclusions de notre XXe siècle. Mais un dernier mot, poème de Frantz Fanon, toujours par la grâce du grand frère Joby, qui a recueilli quelques pages. Je suis entré dans la vie sans cri, sans pleurs, sans grimace. Je suis entré dans la vie, les mains gantées, et je n'ai voulu qu'aimer. Frantz Fanon. Merci.